Bonjour tout le monde, bienvenue à la mise à jour de Deloitte, notre série de web émissions à l'intention des hauts dirigeants financiers. Nous vous présentons aujourd'hui une web émission intitulée « Voici revenu la fin de l'exercice, normes comptables pour les entreprises à capital fermé ». Bonjour, je m'appelle Marlène Labelle, je serai votre animatrice pour la web émission d'aujourd'hui, dans laquelle 2 conférenciers se joindront à moi. Voici quelques renseignements à retenir avant de passer à la présentation de l'ordre du jour et des présentateurs. Dans le coin inférieur droit de l'écran, vous trouverez des liens de la web émission, y compris un lien pour télécharger et imprimer la diapositive d'aujourd'hui, ainsi que d'autres documents que nous jugeons utiles. Vous y trouverez également un lien d'assistance à la web émission. Si votre navigateur bloque les fenêtres contextuelles, vous devrez désactiver cette fonction afin de pouvoir télécharger la diapositive ou participer à nos questions interactives. Pour ceux d'entre vous qui connaissent des collègues qui n'ont pu participer à l'événement d'aujourd'hui, n'hésitez pas à leur conseiller de s'inscrire à n'importe quel moment, exactement comme vous l'avez fait, et de visionner la web émission dans les archives 48 heures après l'événement. N'hésitez pas à les inviter pour qu'ils puissent tirer avantage de cet événement. De plus, même si vous êtes en mode écoute seulement, vous pouvez en tout temps poser des questions à propos du contenu à nos présentateurs en saisissant votre question dans la zone située au bas de l'écran et en cliquant sur « Soumettre ». Nous essaierons de répondre à vos questions et commentaires durant la présentation. Pendant la web émission, il y aura également des questions interactives qui apparaîtront à votre écran. Nous vous invitons à participer en répondant simplement à ces questions. Un résumé des résultats apparaîtra à l'écran peu de temps après. Permettez-moi maintenant de vous présenter nos animateurs et de vous donner un aperçu de l'ordre du jour. Donc, à l'ordre du jour aujourd'hui, nous avons une première section intitulée « Filiales et partenariats » qui sera animée par Guillaume Saint-Roch. Ensuite, nous avons les sections « Amélioration annuelle 2014 » et « Modifications à venir » qui seront présentées par Mélanie Leduc. Je présenterai moi-même la section Adoption du chapitre 3462 Avantages sociaux futurs et Mélanie reviendra avec quelques rappels de fin d'exercice. Nous garderons une période de questions à la toute fin de la présentation et s'il nous reste assez de temps, nous répondrons à toutes vos questions. Sinon, nous vous suggérons de bien vouloir contacter votre conseiller Deloitte pour les réponses à les questions plus particulières. Vous pouvez lire les biographies de nos présentateurs et accéder à l'ordre du jour et au support technique dans la zone de navigation sur votre écran. J'aimerais faire une mise en garde importante et rappeler à nos auditeurs que les commentaires émis au cours de cette web émission représentent l'opinion de nos intervenants et n'offrent aucune indication officielle sur l'interprétation de questions comptables par Deloitte. Par conséquent, nous vous recommandons de consulter votre conseiller de Deloitte avant de prendre quelque mesure que ce soit. Et avant de commencer la présentation, débutons par la première question interactive. Souvenez-vous que si vous voulez participer à nos questions interactives, vous devez désactiver la fonction qui bloque les fenêtres contextuelles, le cas échéant. Donc, la première question interactive se lit comme suit. Prévoyez-vous que votre organisation sera touchée par les modifications récentes apportées à la comptabilisation des filiales et des partenariats? Et les choix de réponse sont A, oui, répercussions liées aux modifications apportées à la comptabilisation des filiales. B, oui, répercussions liées aux modifications apportées à la comptabilisation des partenariats. C, oui, répercussions liées aux modifications apportées aux 2 types d'entités. D, non, aucune répercussion prévue. Et E, sans objet. Pendant que nous attendons les résultats de la question interactive, j'aimerais vous rappeler que la web émission d'aujourd'hui compte comme des heures de formation professionnelle pour les comptables professionnels agréés. En vertu des directives de perfectionnement professionnel, chaque personne doit faire le suivi annuel de ces heures de formation professionnelle et les communiquer à son institut provincial respectif. Si vous écoutez la web émission en entier, vous pourrez ajouter 1h30 à votre total annuel. Cela s'applique aux professionnels en cabinet et en entreprise. Nous ne remettons pas d'attestation pour la web émission, mais votre confirmation d'inscription par courriel peut servir de preuve à l'appui de votre participation. Regardons maintenant les résultats de notre question interactive. Donc, c'est intéressant. Dans l'auditoire qui nous occupe, on a 16% qui prévoient avoir des répercussions en lien avec les filiales. Aucune ou à peu près pas personne avec des répercussions pour les partenariats. Certains vont avoir des répercussions pour les 2
Et donc, on a 41 ou 42 qui ne prévoient aucune répercussion et pour certaines personnes, c'est sans objet, donc aucune filiale et aucun partenariat. Donc, nous allons passer à la présentation de Guillaume. J'aimerais maintenant accueillir Guillaume, notre premier conférencier. Guillaume Saint-Roch est CPA-CA. Il travaille en cabinet comptable depuis 10 ans. Il est directeur principal et travaille à temps plein au sein du groupe de contrôle de la qualité de Deloitte. Guillaume se spécialise au niveau des normes comptables NCECF, NCOSBL et IFRS auprès d'une clientèle constituée de grandes entreprises, de PME et d'OSBL. Il anime régulièrement des sessions de formation destinées au personnel et à la clientèle de Deloitte. Guillaume? Alors, bonjour à tous. Si je me fie aux résultats du sondage, je suis pas sûr que ma section va être utile pour tous, mais je vais quand même vous présenter les différents changements qui ont lieu au niveau des normes touchant les filiales et les partenariats anciennement connus sous le nom de coentreprise. Donc, en septembre 2014, il y a 2 nouveaux chapitres qui ont été publiés, soit le chapitre 1591 sur les filiales et le chapitre 3056 sur les partenariats. Le chapitre 1591 va remplacer le chapitre 1590 sur les filiales et également la NOC 15 traitant de la consolidation des entités à détenteurs de droits variables. Ce nouveau chapitre a été publié principalement car l'application pratique de la NOC 15 est problématique car elle nécessite des efforts importants pour la comprendre et l'appliquer. Également, la publication du chapitre 3056 vise à remplacer le chapitre 3055 participation dans des coentreprises. Ce nouveau chapitre a été publié car les choix actuels de méthodes comptables pour la comptabilisation des coentreprises, qui sont la méthode du coût, la méthode de la valeur de consolidation ou celle de la consolidation proportionnelle, ne fait que maintenir l'application des traitements différentiels qui étaient disponibles sous les anciens PCGR de la partie 5. Ainsi, cela peut mener à des comptabilisations de coentreprises qui ne donnent pas une représentation fidèle de la situation de ces partenariats-là. On discutera plus en détail de ces changements au cours des prochaines diapositives. Également, des modifications ont été apportées au chapitre 3051 placement. Le chapitre a été modifié pour préciser le champ d'application que ce dernier s'étend aux participations dans des entités sous influence notable et à l'évaluation de certains autres placements qui ne sont pas des instruments financiers comme les œuvres d'art et d'autres actifs corporels détenus à des fins de placement, mais exclut désormais d'autres investissements comme les filiales et les participations dans les partenariats. C'est l'ajout qui a été fait au niveau du champ d'application. Aussi, il y a des directives supplémentaires concernant les contributions et d'autres transactions entre une entité détentrice et une entité émettrice comptabilisée à la valeur de consolidation qui ont été ajoutées afin de s'uniformiser avec ceux du chapitre 3056. Ces nouveaux chapitres et les modifications du chapitre 3051 sont applicables aux états financiers annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Ça peut paraître un peu loin, mais il est important de commencer à réfléchir aux changements et implications que cela pourra avoir sur vos états financiers, sur les indicateurs de la performance, ainsi que sur les ratios bancaires. Leur application anticipée est permise. Par contre, il est important de comprendre que si une entité adopte par anticipation le chapitre 3056, l'entité devra également appliquer en même temps les paragraphes 14 à 17 du chapitre 3051 et vice-versa. Donc, si elle décide d'appliquer par anticipation les modifications du chapitre 3051, elle devra appliquer le nouveau chapitre 3056, car on pourra voir dans les prochaines diapositives que les deux sujets et les changements apportés sont très interreliés. Certains éléments fondamentaux du chapitre 3055 ne seront pas modifiés avec l'arrivée du chapitre 3056. Entre autres, la définition d'une coentreprise demeure inchangée, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un accord contractuel dans lequel 2 investisseurs ou plus exercent un contrôle conjoint sur une activité économique. Par contre, le nom commun qu'on utilisait a été modifié pour partenariat plutôt que coentreprise, ce qui se moule sur la nomenclature des IFRS. La définition du contrôle conjoint est également demeurée la même, ainsi que les différents types de partenariats possibles. Actifs sous contrôle conjoint, activités sous contrôle conjoint ou bien entreprise sous contrôle conjoint. Un autre changement apporté à la norme est que pour les contributions ou la vente d'actifs à une coentreprise, l'exigence de reporter et d'amortir une fraction du gain sur la contribution ou la vente d'actifs dans un partenariat qui ne se rapporte pas au montant d'argent reçu ou à la juste valeur des autres actifs reçus est supprimée.
Ainsi, le gain total doit être comptabilisé dans les résultats au prorata des parts des autres investisseurs non emparentés. On n'ajuste plus le gain, en fait, pour venir ensuite faire un prorata. On va vraiment prendre le gain total pour venir le prorater en fonction des parts des autres investisseurs non emparentés. Le changement le plus important est au niveau de la comptabilisation des coentreprises et on va analyser ce point plus en détail à la prochaine diapositive. Comme on l'a vu, il y a 3 types de partenariats. Les actifs sous contrôle conjoint, les activités sur contrôle conjoint ou les entreprises sous contrôle conjoint. Sous le chapitre 3055, on faisait un choix de méthode comptable pour la comptabilisation de toutes ces participations dans des coentreprises. Soit on prenait la méthode de comptabilisation à la valeur d'acquisition, à la valeur de consolidation ou la méthode de la consolidation proportionnelle. Par contre, avec l'application du chapitre 3056, ce choix ne sera plus possible. La méthode de comptable utilisée dépendra plutôt du type de partenariat. Tout d'abord, pour un investissement dans un actif sous contrôle conjoint, comme on peut le voir, l'investisseur constate sa part des actifs sous contrôle conjoint, sa part des éléments passifs qu'il a contractés conjointement et les produits tirés de la vente ou de l'utilisation de sa part de la production et de sa part des charges engagées. Par exemple, 2 entreprises pourraient contrôler conjointement un immeuble locatif. Dans ce cas, ils vont comptabiliser leur part de l'immeuble, leur part de la dette hypothécaire, ainsi que leur part des revenus et des charges. Pour un investissement dans une activité sous contrôle conjoint, le concept est similaire. L'investisseur constate l'actif qu'il contrôle, les éléments de passifs qu'il a contractés et sa part des produits et des charges engagées. Il est à noter qu'habituellement, ces 2 types de partenariats n'impliquent pas la création d'une société par action ou d'une société de personnes ou encore d'une autre forme d'entreprise. En quelque sorte, pour ces types de partenariats, la comptabilisation donnera un résultat similaire à l'utilisation de la consolidation proportionnelle sous l'ancien chapitre 3055. Cependant, pour un investissement dans une entreprise sous contrôle conjoint, l'investisseur dispose quant à lui d'un choix de méthode comptable. Tous ses intérêts dans ces entreprises sous contrôle conjoint devront cependant être comptabilisés sous la même méthode, soit en utilisant la méthode de la valeur d'acquisition ou la méthode de la valeur de consolidation. Ce qui fait en sorte que pour ce type de partenariat qui représente une grande majorité des coentreprises actuelles, vous ne pourrez plus faire l'utilisation de la méthode de la consolidation proportionnelle. Un ajout a également été fait à la norme au niveau des directives de comptabilisation. Au moment de la comptabilisation, l'investisseur doit faire l'analyse de tous ses intérêts pour déterminer s'il représente un droit sur l'actif net ou des droits sur les éléments d'actifs et des obligations au titre des éléments de passifs qui ont trait au partenariat. En d'autres mots, on doit s'assurer sous quel type de partenariat l'intérêt doit être comptabilisé, même s'il est conçu sous la forme d'une entité juridique distincte. On va voir un peu des exemples dans la suite de la présentation. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que pour les actifs sous contrôle conjoint et les activités sous contrôle conjoint, la possibilité de choisir la méthode de comptabilisation à la valeur d'acquisition ou à la valeur de consolidation n'existe plus. Pour les entreprises sous contrôle conjoint, la possibilité de comptabiliser la part des actifs et des passifs n'existe plus, sauf lorsque certaines conditions sont remplies. Un arbre de décision pour déterminer si ces conditions sont remplies a été ajouté à la norme et on pourra le voir à la diapositive suivante. L'arbre de décision sur cette diapositive reflète l'évaluation que doit faire un investisseur pour déterminer le type d'intérêt qu'il a dans un partenariat. On retrouve cet arbre de décision à l'annexe A du chapitre 3056. Premièrement, on doit regarder la forme juridique du partenariat. Une entreprise sous contrôle conjoint opère généralement une séparation entre les investisseurs et les éléments d'actifs et de passifs du partenariat en constituant une entreprise, de sorte que les investisseurs ont des droits sur l'actif net de l'entreprise plutôt que des droits sur les éléments d'actifs et de passifs au titre du partenariat. La forme juridique de l'entreprise est donc à prendre en considération car si elle est constituée en entreprise, on répondra non à la première question car elle ne confère pas des droits sur les actifs et les obligations. Cependant, le seul fait d'être constitué sous une entreprise distincte ne fait pas toujours en sorte que les droits sont exclusivement sur l'actif net. On doit donc auparavant s'assurer que les stipulations incluses dans l'accord contractuel ne confèrent pas aux investisseurs des droits sur les éléments d'actifs et des obligations au titre des éléments de passifs relatifs à cette entreprise.
Si ce n'est pas le cas et que la forme juridique n'est pas modifiée par l'accord, alors on répondra encore une fois non à la question numéro 2. Finalement, il faut analyser la conception de l'entreprise sous contrôle conjoint. Si les faits nous démontrent que les activités d'une entreprise sous contrôle conjoint sont essentiellement destinées à fournir une production aux investisseurs, cela indique que ceux-ci ont droit à la quasi-totalité des avantages économiques de cette entreprise. Les investisseurs dans une telle entreprise assurent souvent leur accès à la production générée par l'entreprise sous contrôle conjoint en empêchant celle-ci de vendre sa production à des tiers. Lorsque la conception et l'objet d'une entreprise sous contrôle conjoint sont de cet ordre, il ressort que les éléments de passifs contractés par l'entreprise sont en fait acquittés grâce au flux de trésorerie reçu de la part des investisseurs lorsqu'ils achètent la production. Le fait que les investisseurs sont pour ainsi dire la seule source de flux de trésorerie contribuant à la poursuite des activités de l'entreprise sous contrôle conjoint, cela indique qu'ils ont une obligation en réalité au titre des passifs de l'entreprise sous contrôle conjoint. Donc, on répondrait oui à la dernière question et on appliquerait une méthode similaire à la méthode de consolidation proportionnelle, même si l'entité sous contrôle conjoint a la forme juridique d'une entreprise distincte. Dans tous les autres cas, on a un droit sur l'actif net et un choix entre la méthode à la valeur d'acquisition ou la méthode à la valeur de consolidation doit être fait. Donc, il faut aller plus loin que juste regarder la forme juridique de l'entreprise et passer à travers cet arbre de décision-là pour être certain que la comptabilisation peut se faire selon la méthode d'acquisition ou la méthode de la valeur de consolidation. Avec la venue du chapitre 1591, il y a lieu de se questionner sur l'impact de l'application de ce nouveau chapitre par rapport à l'ancien chapitre 1590. Tout d'abord, il n'y a aucune modification relativement à la définition d'une filiale ainsi qu'à celle du contrôle. Une filiale demeure une entreprise contrôlée par une autre entreprise qui a le droit et la capacité de retirer des avantages économiques futurs des ressources de l'entreprise contrôlée et qui assume les risques qui s'y rattachent. Et le contrôle est le pouvoir de définir de manière durable et sans le concours de tiers les politiques stratégiques d'une entreprise en matière d'exploitation, d'investissement et de financement. Par contre, une nouveauté dans le nouveau chapitre 1591 est qu'on fait appel à l'utilisation du jugement pour déterminer si le contrôle a été obtenu par des moyens autres que la détention de titres de participation, ce qui va s'uniformiser en quelque sorte avec la pratique IFRS. Des explications supplémentaires ont été ajoutées afin d'appliquer les définitions existantes d'une filiale et du contrôle d'une entreprise lorsque les droits de participation peuvent ne pas être le facteur dominant dans la détermination du contrôle d'une entreprise. Par exemple, on énonce des types d'accords contractuels susceptibles de donner le contrôle et une liste d'autres faits et circonstances dont il faut tenir compte pour déterminer le contrôle. Elle contient également des directives pour distinguer si les droits correspondent à des droits de protection ou des droits sur l'entreprise, car certains droits sur une entreprise ne sont qu'en des droits de protection et ils ne confèrent pas le contrôle pour autant. Par exemple, certains bailleurs de fonds pourraient avoir des droits de protection relatifs à la dette. Finalement, une entité a un choix de méthode comptable pour la comptabilisation de ses filiales. Elle peut les consolider ou les comptabiliser selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation ou celle de la comptabilisation à la valeur d'acquisition, comme auparavant. Par contre, un ajout a été fait pour préciser la comptabilisation des filiales qui sont contrôlées au moyen d'accords contractuels, anciennement la NOC 15. Elles devront appliquer le chapitre applicable du manuel. Par exemple, le chapitre 1591 dont on parle ici, donc on pourrait les consolider, les présenter à la valeur de consolidation ou bien à la valeur d'acquisition. Mais tout dépendant de l'accord contractuel, il se pourrait qu'on doive appliquer le chapitre 3065 sur les contrats de location ou encore le chapitre 3056 sur les instruments financiers. Une analyse devra donc être faite sur l'accord contractuel pour le déterminer. Une autre modification a pour but d'intégrer l'ancienne NOC 15 au sein du chapitre 1591. L'analyse des entités à détenteurs de droits variables fera appel à plus de jugements de la part de la direction par rapport à l'application qui en était faite au sein de la NOC 15. En effet, les droits contractuels confèrent le contrôle à l'entreprise lorsque les conditions suivantes sont remplies. Les droits qu'elle détient sont suffisants pour diriger, sans le concours de tiers, les politiques stratégiques en matière d'exploitation, d'investissement et de financement de l'autre entreprise, et elle a le droit et la capacité de retirer des avantages économiques futurs de l'autre entreprise et assume les risques qui s'y rattachent.
On verra des exemples d'applications dans la prochaine diapositive. Comme mentionné, dans certaines circonstances, il se peut que les droits de participation ne soient pas le facteur déterminant du contrôle. Par exemple, lorsque la participation ne confère pas le pouvoir de définir de manière durable les politiques stratégiques de l'entreprise en matière d'exploitation, d'investissement et de financement. Dans ces circonstances, le contrôle peut résulter d'accords contractuels qui confèrent à l'entreprise le droit et la capacité d'influer sur les changements, les avantages économiques futurs et sur les risques qui s'y rattachent. Les accords contractuels peuvent revêtir diverses formes. Ça peut être des accords d'approvisionnement, des contrats de gestion, des contrats de location, des contrats de licence et des accords de redevance. Lorsqu'elle détermine si elle contrôle une autre entreprise, l'entité doit analyser les accords contractuels qu'elle a conclus avec cette autre entreprise et prendre en compte tous les faits et circonstances. Pour faire l'analyse de certains faits et circonstances, nous allons les voir à la prochaine diapositive. Ils sont énumérés, on en retrouve les 4 principaux. Donc, afin de déterminer si un accord contractuel peut conférer le contrôle, on doit évaluer, entre autres, l'étendue de la participation à la détermination de la conception de l'autre entreprise, la manière dont sont prises les décisions qui peuvent avoir une incidence sur l'autre entreprise, les risques auxquels l'autre entreprise est destinée à être exposée et est-ce que nous sommes exposés à une partie ou à la totalité de ces risques, et finalement la capacité ou l'incapacité de diriger les politiques stratégiques de l'autre entreprise de manière durable et sans le concours de tiers. Le fait que l'entreprise participe à la conception d'une autre entreprise ne suffit pas à lui conférer le contrôle, mais cela peut toutefois indiquer la possibilité qu'elle ait obtenu des droits suffisants pour lui conférer le contrôle de cette autre entreprise. Dans certaines circonstances, l'autre entreprise peut être conçue de telle manière que la direction de ses activités demeure prédéterminée, tant et aussi longtemps que des circonstances ou événements particuliers ne se produisent pas. Dans ce cas, il peut s'avérer que seules les décisions qui sont prises lors de ces circonstances ou événements, si elles sont significatives, peuvent avoir une incidence importante sur la capacité de l'entreprise à retirer des avantages économiques futurs de l'autre entreprise et sur son exposition au risque, et donc lui conférer le contrôle. Il n'est pas nécessaire que ces circonstances ou événements se soient produits pour que l'entreprise qui a la capacité de prendre ces décisions détienne le contrôle. Donc, il s'avère important de bien analyser les accords contractuels. On doit également examiner afin de déterminer la façon dont sont prises les décisions sur les activités de l'autre entreprise. Par exemple, y a-t-il des droits d'achat ou de vente liés aux activités de l'autre entreprise, des droits de liquidation, des droits de prendre des décisions relativement aux activités qui ont une incidence sur la capacité de l'entreprise à obtenir des avantages futurs, par exemple des nouveaux financements importants. Lorsque ces accords contractuels permettent d'exercer un pouvoir sur des activités qui sont étroitement liées à l'autre entreprise, alors ces activités font en substance partie intégrante de l'ensemble des activités de l'autre entreprise, et même si elles se situent en dehors du périmètre juridique de cette dernière, elles peuvent donc conférer le contrôle. Comme on peut voir, la détermination des entités contrôlées fera appel à plus de jugements, mais d'un autre côté, elle simplifie en quelque sorte l'application de l'ancienne NOC 15, qui était souvent mal comprise et plus difficile à appliquer. Sur ce, je retourne donc la parole à Marlène pour la suite de ce webinaire. Merci Guillaume. Donc, passons maintenant à notre deuxième question interactive. Et la question se lit comme suit. Votre organisation prévoit-elle adopter par anticipation les modifications apportées à la comptabilisation des filiales et des partenariats? Non, nous ne prévoyons pas une adoption par anticipation. Oui, nous prévoyons une adoption par anticipation. C, nous n'avons pas encore pris de décision à ce sujet. Ou le dernier point, c'est sans objet. Donc, on va vous laisser quelque temps pour répondre à la question. Guillaume, pendant que les gens répondent à la question, j'ai reçu une question par messagerie. Donc, quelqu'un nous demande, pour les situations où une entité ne sera plus en mesure d'utiliser la méthode de l'acquisition ou la méthode de la valeur de consolidation en raison du type de partenariat auquel l'entreprise prend part, est-ce que elle va devoir premièrement comptabiliser sa part des actifs, des passifs qu'elle a contractés dans le partenariat, mais elle se demande est-ce que cette entité-là va devoir appliquer de façon rétroactive l'ensemble du chapitre 3056? En fait, la réponse peut être oui et non. Il y a 3 choix possibles pour l'entité dans cette situation.
En fait, on va pouvoir appliquer de façon rétroactive, de manière complète, l'application du chapitre 3056. Donc, oui, il faudrait le retraiter au complet, comme le prévoit le chapitre 1506 sur les modifications comptables. L'autre choix, un des deux autres choix qui restent, c'est que l'entreprise pourra également, afin de déterminer les valeurs comptables à inclure pour les actifs et les passifs, elle pourra prendre les valeurs comptables selon les états financiers du partenariat au début de l'exercice précédent, immédiatement à la date de la première application du présent chapitre. Donc, elle devra prendre les soldes d'ouverture de l'exercice comparatif. Puis, toute variation entre la valeur nette comptable de ces éléments d'actifs et de passifs-là par rapport au placement qui était préalablement comptabilisé sera passé au niveau des BNR d'ouverture. Donc, en quelque sorte, c'est une application rétrospective, mais simplifiée puisqu'on retourne seulement au bilan d'ouverture. Et le troisième choix, c'est que on pourrait également utiliser les justes valeurs des éléments d'actifs et de passifs du partenariat, encore une fois, au niveau du bilan d'ouverture. Et l'écart entre ces justes valeurs-là d'actifs et de passifs, comparativement aux placements préalablement comptabilisés, seront également passés à l'encontre du BNR d'ouverture. Merci, Guillaume. Donc, regardons les résultats de notre question interactive maintenant. Donc, au niveau de la question, savoir si vous prévoyez adopter par anticipation, on a une grosse majorité de gens pour qui c'est sans objet. Et pour les autres, on a une faible proportion de 4,8 qui prévoit adopter par anticipation. Et vous voyez comme moi là à l'écran qu'il en a un 15% qui prévoit pas et on a à peu près 22% là, pour qui la décision n'a pas encore été prise à ce sujet-là. Donc, j'aimerais maintenant accueillir notre prochaine conférencière qui est Mélanie Leduc. Mélanie possède 14 ans d'expérience en audit et en consultations diverses. Elle travaille au contrôle de la qualité pour le secteur des sociétés privées et des organismes sans but lucratif et des organismes publics. Elle assume le rôle d'associée responsable des services professionnels au Québec. Mélanie possède une vaste expérience en ce qui a trait à la divulgation des informations financières dans les états financiers de sociétés privées, d'organismes sans but lucratif et d'organismes du secteur public. Elle participe activement à la préparation et à l'animation de formations à l'interne pour la mise à jour des professionnels du bureau. Elle est également impliquée auprès des comptables professionnels agréés du Québec au sein du comité de formation professionnelle depuis janvier 2005 et à titre de présidente de ce comité depuis mai 2010. Elle est également membre du Conseil consultatif technique pour les professionnels en exercice auprès de CPA Canada. Mélanie? Merci Marlène. Alors bonjour tout le monde. La première section que je vais aborder avec vous, c'est les améliorations annuelles 2014. Comme vous le savez, le Conseil des normes comptables a adopté un processus annuel d'amélioration des normes NCSCF pour apporter des modifications mineures aux normes. Le processus d'amélioration annuelle, il vient en majorité clarifier des directives ou le libellé de certaines normes et où il vient faire des corrections entre des normes où il y avait des divergences ou des conflits. Si vous voulez voir les informations, les améliorations annuelles, vous pouvez vous rendre sur le site de NIFC Canada, sur le site web pour voir toutes les informations. Au printemps 2014, il y avait eu un exposé de sondage sur lequel 3 modifications avaient été proposées. Nous allons voir que seulement 2 d'entre elles ont été approuvées et une a été retardée. Donc, si on prend la première amélioration annuelle qui a été acceptée, c'est celle sur le chapitre 3856 sur les instruments financiers relativement aux opérations de couverture d'une opération future. Donc, le CNC a obtenu des commentaires à l'effet que certaines parties prenantes trouvaient que le chapitre 3856 manquait de clarté en ce qui concernait la comptabilisation de l'élément de couverture d'une opération future, dans le cas où la période se termine entre la date à laquelle l'opération couverte s'est réalisée et l'échéance de l'élément de couverture. Il a donc été proposé que dans l'exposé sondage de régler cette question en précisant que l'élément de couverture est réévalué à la date de clôture au cours au comptant en vigueur à cette date et que tout gain ou perte résultant de cette réévaluation est comptabilisé en résultat net. Dans certains cas, une transaction couverte se produit avant la fin d'année et l'élément de couverture vient à échéance après la fin d'année, comme on peut le voir dans l'exemple mentionné ici haut,
où une entité achète du matériel pour 10 millions de dollars US le 20 décembre 2013, elle se prévaut en même temps d'un contrat de change pour le même montant qui, lui, va se terminer le 15 janvier de l'année suivante. Et notre fin d'exercice, c'est le 31 décembre. Donc, la question est de savoir comment je vais comptabiliser mon contrat de change en date du 31 décembre. Alors, la modification au chapitre vient dire que l'élément de couverture va être évalué à la date de clôture à l'aide du cours au comptant. Donc, mon élément de couverture va être évalué au 31 décembre au taux à cette date-là et le gain ou la perte va être inclus au résultat net. Donc, c'est la clarification qui a été apportée au chapitre 38-56. La deuxième modification a encore trait au chapitre 38-56 sur les instruments financiers, mais cette fois-ci, c'est concernant les informations à fournir sur la dépréciation des actifs. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, le libellé actuel du chapitre 38-56, au paragraphe 42, avant la modification, se disait ainsi, c'était que l'entité devait indiquer la valeur comptable des actifs financiers dépréciés par type d'actif, ainsi que le montant de toute provision pour dépréciation y afférente. Donc, en faisant ça, on avait des questions relativement à la présentation pour les créances à court terme, à savoir si pour des débiteurs, on devait présenter le montant des débiteurs, le montant total, diminué de la provision pour créances douteuses pour présenter la créance nette. Il y a des arguments qui ont été apportés pour dire que il ne serait pas obligatoire de présenter la valeur comptable des actifs dépréciés, donc le montant avant dépréciation, puisque la dépréciation se fait au global et non pas nécessairement compte par compte, comme on le voit pour d'autres actifs financiers. Alors, il y a une proposition qui a été faite dans l'exposé sondage sur les améliorations annuelles et le libellé du paragraphe 42 après la modification se lit maintenant ainsi. Dans le cas d'actifs financiers, autres des créances clients à court terme, l'entité doit indiquer la valeur comptable des actifs financiers dépréciés par type d'actif, ainsi que le montant de toute provision pour dépréciation y afférente. Dans le cas des créances clients à court terme, l'entité doit indiquer le montant de toute provision pour dépréciation. Donc, ce que ça vient dire, si on va à la prochaine diapositive, l'exemple, c'est que dans le cas des créances à court terme, on ne serait pas obligé de présenter, par exemple, les 3 lignes comme on l'a présentement. On pourrait seulement présenter nos débiteurs et indiquer quelle était la provision pour créances douteuses qui a été prise pour nos comptes. Donc, on n'aurait pas, ça vient un peu changer le libellé, mais je crois qu'il y a plusieurs entités qui ne faisaient pas nécessairement la distinction telle qu'elle était requise par le paragraphe 42 auparavant. Donc, ça ne viendra pas nécessairement faire une grande modification dans la présentation, mais ça vient clarifier ou finalement venir confirmer que la position qui avait été prise dans certaines situations, elle était adéquate. Donc, on n'aura qu'à divulguer la provision pour créances douteuses et le montant de créances nettes. La troisième proposition qui avait été faite dans les améliorations annuelles concernait le chapitre 34-62 sur les avantages sociaux futurs. Cette proposition avait trait au paragraphe 31 du chapitre 34-62 qui permet le recours à une évaluation actuarielle au fait de la capitalisation pour déterminer l'obligation au titre d'un régime à prestations définies non capitalisées. Ce choix permet à l'entité qui a recours à une évaluation établie aux fins de capitalisation pour ces régimes à prestations définis capitalisés d'évaluer tous ces régimes à prestations définis de la même manière. Donc, l'exposé sondage proposait de préciser que le choix de recourir à cette évaluation établie aux fins de capitalisation pour des régimes à prestations définis non capitalisés n'était possible que pour les entités qui ont au moins un régime à prestations définies capitalisées. La raison pour laquelle les gens voulaient utiliser cette possibilité-là, c'était de réduire les coûts actuariels des entités qui se préparaient déjà une évaluation en fin de capitalisation à des fins réglementaires, de sorte qu'elles n'auraient pas été tenues d'obtenir une évaluation distincte à des fins comptables. Tous les répondants ont donné leur accord à ce principe pour la modification proposée à l'égard du chapitre 34-62. Par contre, dans l'exposé sondage, des intervenants ont trouvé que la modification proposée n'était pas assez claire et qu'ils ont mentionné d'autres questions qui n'étaient pas traitées dans l'exposé sondage. Donc, avant de donner son approbation à la modification proposée, le CNC a décidé d'examiner les préoccupations de façon plus approfondie plutôt que de le traiter dans la version définitive des améliorations annuelles de 2014.
Si vous voulez avoir plus d'informations concernant le fait que cette modification proposée n'a pas été approuvée, vous pouvez trouver l'information sur le site de nifccanada.ca. C'est / normes pour les entreprises à capital fermé, / ressources, / base de conclusion. Donc, la base de conclusion sur les améliorations annuelles a été publiée dans les 2 dernières semaines. Donc, vous pouvez la consulter au besoin. Je vais maintenant vous entretenir sur les modifications à venir, donc celles qui n'ont pas encore été approuvées dans le manuel pour les NCECF, mais les projets qui sont présentement à l'étude. Si on va à la diapositive suivante, vous voyez qu'il y a quelques sujets présentement là, en élaboration. Le premier, c'est relativement aux améliorations annuelles de 2015. Donc, comme on vient voir, on vient d'avoir les modifications annuelles pour 2014 qu'elles ont été approuvées. Elles ont été mises dans le manuel de CPA Canada pour application à partir du 1er janvier 2015. Et là, on se questionne déjà sur les améliorations annuelles pour la prochaine année. Donc, on rappelle que les parties intéressées à soumettre des sujets pour considération sont encouragées à le faire. Vous pouvez consulter le site de NIFC Canada. Et l'exposé sondage devrait être publié durant le premier trimestre de 2015 pour ensuite être publié officiellement au 4e trimestre de 2015. C'est à peu près le même moment que ça s'est produit pour les améliorations annuelles de 2014. Dans les améliorations majeures, comme on expliquait tantôt, les améliorations annuelles, c'est pour des petites améliorations, alors qu'on peut avoir des projets d'amélioration majeures plus importantes. Il y a le projet sur les actions privilégiées, rachetables et mises à titre de planification fiscale. Celui-là, je ne l'aborderai pas tout de suite, je vais l'aborder tout de suite après, par contre, parce que c'est un projet qui est vraiment plus majeur et qui nécessite plus de discussion. Il y a également le projet pour l'agriculture. Celui-là a une diversité significative dans la comptabilisation des actifs biologiques. Des orientations sont nécessaires sur ce sujet-là, étant donné l'importance de l'industrie de l'agriculture au Canada et aux grandes divergences dans la pratique actuelle. Les questions devant être traitées par ce projet comprennent, entre autres, quand un actif biologique doit être reconnu, comment il doit être mesuré lors de la comptabilisation initiale, comment il doit être mesuré dans les périodes subséquentes, comment la production agricole au moment de la récolte devrait être prise en compte, ainsi que les informations à fournir qui devraient être présentées. Un document de travail devrait être publié au premier trimestre de 2015. Comme vous savez, un document de travail précède un exposé sondage. Donc, on va commencer par le document de travail et ensuite un exposé sondage serait publié. Le troisième élément d'amélioration majeure qui est présentement à l'étude est celui sur les filiales. Donc, dans le chapitre 1590 sur les filiales, il y a une option de présenter les participations dans nos filiales, dans les entreprises privées, soit qu'elles sont consolidées, soit qu'elles sont présentées au coût ou à la valeur de consolidation. Ce projet vise à examiner les exigences en lien avec le chapitre 1582 sur le regroupement d'entreprises qui devrait s'appliquer quand une entreprise privée choisit de comptabiliser ses filiales selon la méthode du coût ou selon la méthode à la valeur de consolidation. L'exposé sondage est prévu pour le 2e trimestre de 2015. Donc, on n'a pas beaucoup de détails en ce moment sur ce projet, mais nous croyons que les questions qui seront abordées concernera le choix de la politique comptable, soit la méthode du coût ou la méthode de la valeur de consolidation, comme on dit, en lien avec le chapitre 1582. Donc, par exemple, si la société mère doit-elle appliquer le chapitre 1582 pour déterminer le montant auquel la filiale devrait être initialement comptabilisée? Lorsqu'il y a un achat à prix de faveur, est-ce que celui-ci devrait être reconnu s'il en existe un? Une contrepartie non monétaire devrait-elle être comptabilisée à la juste valeur ou au coût historique? Si la société mère applique les dispositions relatives au délai de mesure dans le chapitre 1582, quelle en sera l'incidence? La même chose si la société mère applique les dispositions de relations préexistantes selon le chapitre 1582. Est-ce que les gains ou pertes sur les opérations intersociétés devraient être éliminés? Donc, on se rappelle, lorsqu'on fait la comptabilisation au coût ou à valeur de consolidation, on se rappelle que les autres éléments, les questions qu'on a eues, on le fait lorsqu'on fait la méthode de consolidation, mais quand on utilise les 2 autres méthodes, nous n'avons pas d'indicatif en ce sens. Ça devrait également adresser les frais de transaction et les considérations conditionnelles. Est-ce qu'elles devraient être comptabilisées de la même façon que dans le chapitre 1582? Donc, ce ne sont que des exemples de ce qu'on croit qui devrait être visé dans le projet de travail sur les filiales.
Par la suite, il y a l'examen de la mise en œuvre du chapitre 38-56 sur les instruments financiers. Je vais l'aborder de façon plus élaborée là, dans quelques minutes. Et le dernier élément concerne les initiatives stratégiques du CNC. Au cours de l'automne, le Conseil des normes comptables canadien a entrepris une démarche visant à examiner l'expérience de l'application des cadres actuellement en place et d'obtenir des commentaires sur la façon de mieux mettre en œuvre les stratégies pour les entreprises qui ont une obligation d'information du public, celles qui sont des entreprises privées, les organismes à but lucratif et les régimes de retraite. Les composantes importantes de ce projet sont, premièrement, de passer en revue l'effet de l'application des nouveaux cadres et de l'environnement général. En 2014, l'objectif de cet examen était de confirmer les stratégies, que c'était les bonnes stratégies et qu'elles demeuraient appropriées. Par la suite, c'était d'identifier les éléments que le CNC devait peaufiner pour mieux mettre en œuvre sa stratégie. Cette composante va être réalisée en 2014-2015 et elle va chercher dans les éléments auprès des comités du CNC, les différents autres comités, les organisations, et le CNC va s'assurer d'avoir une liaison avec eux sur une base régulière. Les commentaires recueillis seront utilisés lors de l'élaboration du prochain plan stratégique du CNC, qui sera publié sous forme de projet à la consultation publique au plus tard en 2015. Donc, je vous disais qu'il y a deux éléments que j'allais vous parler avec plus de détails. Le premier, c'est concernant les actions privilégiées rachetables émises à titre de mesure de planification fiscale. C'était vraiment c'est un exposé sondage qui est très, très, très important pour nos entreprises à capital fermé, puisqu'il propose de retirer le paragraphe 23 du chapitre 38-56. Petit rappel en quoi consiste le paragraphe 23. Le paragraphe 23 venait nous mentionner que les actions privilégiées rachetables émises à titre de mesure de planification fiscale sont classées comme des capitaux propres. Elles sont reclassées à titre de passif au moment où elles deviennent rachetables et elles étaient évaluées initialement à la valeur nominale, sinon à la valeur attribuée ou déclarée. Au moment où le rachat était lancé, elles devaient être classées au passif, comme on l'a mentionné, à la juste valeur. Le fait d'éliminer le paragraphe 23, comme il est proposé dans l'exposé sondage, viendrait dire que les actions privilégiées rachetables émises à titre de mesure de planification fiscale seraient classées comme des passifs dès la première journée. Donc, il n'y aurait pas de question de présenter dans les capitaux propres, il faudrait qu'elles soient directement présentées dans les passifs à la juste valeur. Donc, il n'y aura pas de rajustement après, elle serait évaluée à la juste valeur dans le passif dès que le moment que ces actions-là sont émises. Et l'effet correspondant identifié serait présenté séparément dans les capitaux propres, puisque, comme on le sait, le montant de rachat des actions privilégiées à la juste valeur a une incidence, ça crée un débalancement par rapport au reste de la valeur, finalement le montant des actions privilégiées. Donc, ce débalancement, on craint qu'il y a des fortes appréhensions du côté des utilisateurs des états financiers qui seraient confus et amenés à croire que les entités qui étaient rentables pourraient ne plus l'être, puisque comme ça va être un effet débiteur dans mes capitaux propres, ça pourrait engendrer des déficits chez certaines entreprises. Donc, les conséquences pourraient vraiment être énormes, autant au point de vue de la classification et de la mesure. Si on va à la diapositive suivante, on va faire un exemple d'une situation. Il faudra aller une diapositive précédente ou sinon peut-être juste aller après. Je pense qu'il y a une petite inversion des diapositives, je m'en excuse. Oui, donc à l'exemple. Joe souhaite transférer son entreprise à ses enfants et reporter l'impôt. Donc, juste un petit rappel que ces actions privilégiées, rachetables et mises à titre de mesures de planification fiscale, c'est vraiment dans le cas de roulement via l'article 85 ou dans les cadres de... donc, c'est ça, c'est tous les roulements qui sont prévus. Normalement, c'est les roulements familiaux. On sait comment le paragraphe 23 a été libellé présentement dans les NCCF. C'est différent de comment il était libellé auparavant lorsqu'on était dans les informations différentielles. Donc, il y a eu finalement peut-être une exploitation plus grande du paragraphe 23 que ce qu'il y avait auparavant dans les informations différentielles. Donc, dans notre exemple, Joe veut utiliser le roulement prévu à l'article 85 pour transférer son entreprise à ses enfants. En contrepartie, il reçoit des actions privilégiées pour une valeur symbolique de $1, dont la juste valeur est de 1 million.
présentement, en vertu du paragraphe 23, au bilan de l'entité, nous aurions la comptabilisation des actions privilégiées dans les capitaux propres pour un montant de 1 $, donc à la valeur nominale. Et lorsque le rachat serait effectué, on viendrait présenter un passif au montant d'1 million de dollars seulement subséquemment. Si on supprime le paragraphe 23, au bilan de l'entité, ce qu'on retrouverait, ce serait la comptabilisation des actions privilégiées à titre de passif ayant une juste valeur de 1 million, ainsi qu'un débit correspondant dans les BMR. Donc, on viendrait tout de suite avoir un débit d'un montant d'1 million de dollars. Donc, c'est sûr que ça, comme on a mentionné tantôt, ça donne l'impression d'avoir un débalancement, même si on sait que le montant de rachat serait d'un montant de 1 million de dollars qui est la juste valeur. Le moment où le rachat va se faire, c'est pas nécessairement déterminé tout de suite. Donc, il y a divers enjeux par rapport à cet élément. On va peut-être juste revenir à la diapositive précédente, s'il vous plaît. On vous incite le plus fortement à répondre à l'exposé sondage afin de prendre en considération, si vous décidez de répondre, prendre en considération les éléments suivants. Quels sont les besoins et les perceptions des utilisateurs? Quelles sont les informations les incidences fiscales et le cadre conceptuel? Les réponses à l'exposé sondage sont attendues jusqu'au 15 janvier 2015. Il y a d'ailleurs eu un webinaire du CNC présenté par CPA Canada le 25 novembre dernier. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur les modifications proposées, vous pouvez réécouter ce webinaire ou lire les documents que le CNC a publiés à cet effet. Donc, on vous encourage fortement, ceux pour lesquels vous avez des actions privilégiées rachetables dans vos entités, de commenter cet exposé sondage-là, si vous êtes en accord, si vous n'êtes pas en accord avec les mesures présentées. Donc, certains disent que si les actions sont présentées à titre de passif à leur montant de rachat, il pourrait avoir des conséquences néfastes sur la disponibilité de la déduction accordée aux petites entreprises. Le CNC mentionne qu'ils ont consulté les experts fiscaux, qu'ils ont répondu qu'il n'y aura aucune conséquence défavorable, mais si vous êtes au courant de tout autre type de conséquences fiscales défavorables ou potentielles ou autres implications négatives, il est vraiment maintenant le temps d'aviser le CNC parce que selon eux, ils pensent qu'il n'y aura pas d'incidence négative et que les utilisateurs des états financiers sont maintenant mieux informés sur les conséquences du traitement comptable tel que préconisé dans l'exposé sondage. Le deuxième projet plus important qui va être à l'étude au courant de l'année 2015 concerne l'examen postérieur de la mise en œuvre du chapitre 3856. On peut aller à deux diapositives. Merci. Donc, l'examen du chapitre est là pour évaluer l'incidence de cette norme sur les utilisateurs et les préparateurs des états financiers. Cet avis est le premier en son genre à être entrepris par le CNC. Il examinera si la norme a atteint les objectifs prévus et si les questions qui étaient importantes aux litigieuses lors de la mise en œuvre ou de l'élaboration de la norme. Il viendra également examiner les coûts imprévus ou les problèmes de mise en œuvre qui ont été rencontrés depuis que la norme a été publiée. On se rappelle que la norme sur les instruments financiers a été publiée lors du basculement au NCECF en 2009. Donc, les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que le chapitre 3856, est-ce qu'il est utile? Y a-t-il des coûts ou des problèmes imprévus importants liés à son application? Y a-t-il des problèmes ou des questions liées à son application? Et est-ce que le chapitre répond aux besoins des préparateurs et des utilisateurs? Il s'agit donc d'une bonne occasion pour vous de communiquer votre point de vue et d'orienter les décisions futures pour les normes comptables. Les commentaires sur l'examen postérieur à la mise en œuvre doivent parvenir au personnel du CNC au plus tard le 9 février 2015. Également, les questions qui pourraient être contenues, les questions précises contenues dans l'appel à information se rapportent au sujet suivant. Premièrement, sur l'évaluation initiale, donc les parties intéressées sont invitées à commenter à cet élément-là. Existe-t-il des difficultés en pratique pour déterminer les justes valeurs initiales des actifs et des passifs financiers? Si oui, pour quel type de transaction est-ce qu'il est difficile de déterminer la juste valeur? Comment qu'ont en commun ces opérations et quels facteurs font qu'il est difficile de déterminer la juste valeur? Qu'en est-il pour les transactions entre parties liées ou entre parties apparentées? Est-ce qu'il faut, on sait que lorsqu'on a des transactions apparentées, on peut appliquer
on doit appliquer le chapitre 3840 pour la comptabilisation initiale. Est-ce que c'est la bonne façon de faire ou est-ce qu'il devrait y avoir une autre façon? Pour la présentation entre les passifs et les capitaux propres, avez-vous des difficultés dans l'application des directives pour déterminer si un instrument doit être classé comme un passif ou comme un élément de capitaux propres? Quelles sont les difficultés pour déterminer si un instrument contient à la fois un élément de passif et de capitaux propres? Est-ce qu'il y a des difficultés relatives à la comptabilisation des instruments composés? Donc, c'est vraiment le moment de pouvoir partager vos préoccupations, vos interrogations sur la norme sur les instruments financiers. Peut-être qu'il y aurait d'autres sujets qui ne sont pas abordés de façon spécifique dans les questions pour l'appel à commentaires, mais c'est vraiment le moment idéal là, pour pouvoir émettre nos commentaires pour ensuite peut-être pouvoir avoir une norme plus claire si c'est ce que vous pensez. Il n'y a pas de garantie que des changements vont être apportés à la norme, mais c'est néanmoins une excellente occasion de pouvoir la commenter. Merci, Mélanie. Donc, nous sommes maintenant rendus à notre troisième question interactive. Que pensez-vous de la proposition visant à supprimer l'exception prévue au chapitre 3856 concernant les actions privilégiées rachetables émises à titre de mesure de planification fiscale? Donc, le premier choix, je suis tout à fait d'accord. Le deuxième, je suis tout à fait en désaccord. C, cela m'importe peu. Et D, sans objet. Donc, pendant que nos auditeurs répondent à la question, Mélanie, pendant que tu parlais, j'ai reçu une question en lien avec justement les actions privilégiées rachetables. On me demande, ou on nous demande, donc la diapositive sur les actions privilégiées rachetables indique que ces actions doivent être évaluées à la juste valeur. Est-ce que ça signifie qu'à chaque date de fin d'exercice, leur valeur au livre devra être ajustée pour refléter leur juste valeur à cette date? Merci Marlène, c'est une excellente question. Dans ce cas-ci, contrairement à ce qu'on voit dans le chapitre 3856, au moment où on dit l'évaluation initiale à la juste valeur et on devrait réévaluer par la suite, ça va dépendre comment le contrat pour les actions privilégiées rachetables est écrit. Donc, normalement, on a déjà une juste valeur au moment où la transaction se fait. Donc, quand on prend l'exemple qu'on avait tout à l'heure de l'entreprise de Joe où on avait 1 million, on sait que c'est à ce montant-là que les actions vont être rachetées. Donc, le montant resterait à 1 million de dollars là, au bilan, on n'aurait pas besoin de le réévaluer. Par contre, si le contrat était libellé différemment et on disait que ce serait fonction de la juste valeur au moment du rachat, là, à ce moment-là, il faudrait faire une réévaluation. Merci, Mélanie. Donc, on va regarder les résultats de notre question interactive. On a une forte proportion des gens qui sont tout à fait en désaccord, donc à 37,5 %. On a un 19% qui sont d'accord et bon, pour les autres, cela importe peu ou sans objet. J'avoue que pour les gens qui sont tout à fait en désaccord, ça va un petit peu dans le sens là, des échos qu'on a reçus jusqu'à maintenant de la part de certains clients et de la part des gens là, qu'on a consultés sur le marché. Donc, c'est pas très surprenant, ça va dans le sens là, dans lequel on s'attendait, je crois. Mais je pense que c'est important de rappeler, de commenter. Donc, plus il y aura de gens qui vont émettre les commentaires, si on est en désaccord, plus ça fera une pression au niveau du CNC pour peut-être revoir finalement la proposition. Et pour vous, de votre côté, là, voir si ça a des incidences dans vos entreprises. Est-ce que ça a une incidence? Est-ce que vous devez revoir les contrats de dette que vous avez si jamais cette norme-là entre en vigueur? Donc, comme on a dit, l'appel à commentaires jusqu'au 15 janvier. Donc, on vous encourage fortement à commenter l'exposé de sondage. Parfait. Mélanie, on a une autre question interactive, puis je vais avoir une autre question pour toi, mais je vais commencer par la question interactive. Donc, avez-vous l'intention de répondre à l'appel à information sur l'examen postérieur à la mise en œuvre du chapitre 3856, instruments financiers? Oui, je souhaite aborder certains problèmes. Non, selon moi, le chapitre 3856 fonctionne bien. Non, il y a des problèmes, mais je n'ai pas envie de répondre, ou bien non, sans objet, selon le cas. Donc, je laisse aux auditeurs le temps de répondre, et pendant ce temps-là, Mélanie, je vais te poser la question qu'on a reçue. La personne mentionne, j'ai remarqué sur la diapositive liée à l'examen postérieur à la mise en œuvre du chapitre 3856 que l'examen aborde la question de la comptabilité de couverture. Est-ce qu'il y a une chance qu'on élargisse le champ d'application de la comptabilité de couverture sous les NCE-CF afin d'inclure plus de situations où la comptabilité de couverture serait admissible?
c'est une question dont on n'a pas la réponse pour l'instant. Je pense que ça fait partie. Il y a quand même des questions par rapport à ça. Je vous invite à les commenter pour voir si on pourrait l'utiliser de façon plus fréquente. Je pense que si on voit un désir finalement là, des utilisateurs et des préparateurs de pouvoir l'utiliser plus souvent, ça pourrait très bien que ça puisse être ajusté, mais on n'a pas de garantie sur cet élément-là pour l'instant. Parfait. Donc, si on regarde les résultats de la question. Donc, oui, je souhaite aborder certains problèmes. On a très peu de répondants donc qui sont intéressés à commenter. Certains d'entre vous pensez que le chapitre 3856 fonctionne bien, donc pas nécessairement de raison, mais vous savez aussi qu'au niveau des exposés sondages, les commentaires, c'est important de les faire parvenir. Souvent, on les fait parvenir quand on est en désaccord, mais quand ça fonctionne bien et qu'on a des exemples concrets, ça peut être intéressant aussi pour ceux qui prennent les décisions et les régulateurs, les normalisateurs, de prendre en considération aussi les commentaires qui vont dans le bon sens finalement. Et donc, on a une autre proportion de 19% des gens qui savent qu'il y a certains problèmes, mais pour certaines raisons n'ont pas envie de répondre. Et pour plusieurs d'entre vous, vous avez répondu que c'était sans objet, donc, qu'il n'était pas nécessaire de répondre. Donc, Marlène, c'est maintenant à mon tour de te présenter pour la prochaine section. Donc, Marlène va être notre prochaine conférencière et elle nous parlera du chapitre 34-62 sur les avantages sociaux futurs. Marlène est CPA-CA. Elle travaille en cabinet comptable depuis 18 ans. Elle est directrice principale et travaille à temps plein au sein du groupe de contrôle de qualité de Deloitte. Elle se spécialise auprès d'une clientèle constituée de PME, d'OSBL, d'entités du secteur public et de régimes de retraite. Elle est membre du comité CPA en cabinet de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et elle anime régulièrement des sessions de formation destinées au personnel et à la clientèle de Deloitte. Alors, Marlène, je te cède la parole. Merci, Mélanie. Donc, bonjour tout le monde. Je vais vous entretenir quelques minutes au sujet du chapitre 34-62, avantages sociaux futurs. Ce chapitre-là remplace le chapitre précédent qui était le 34-61. Lorsqu'on parle d'avantages sociaux futurs, automatiquement, pour beaucoup d'entre nous, c'est un peu un synonyme de régime de retraite. Et oui, c'est le cas, mais il faut juste pas oublier que ça couvre plus large que les régimes de retraite. Titre d'exemple, ça inclut les prestations de cessation d'emploi, certains avantages postérieurs à l'emploi ou des avantages complémentaires à la retraite. Donc, le chapitre 34-62 a quand même un large éventail de situations et il englobe beaucoup de régimes, si on veut. Ce chapitre-là s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Donc, pour ceux et celles dont la fin d'exercice est un 31 décembre, vous allez, pour la première fois cette année, appliquer ce chapitre-là. Sauf si, bien entendu, vous avez déjà appliqué le chapitre par anticipation. Donc, sinon, c'est votre baptême cette année. Qu'est-ce qui va ressortir finalement au terme de l'application du chapitre 34-62? On a comme 3 grandes incidences. La première, c'est plus, je dirais, c'est un avantage, donc c'est une comparabilité accrue entre les entités. Cette comparabilité-là va venir principalement du fait que, et Mélanie en a parlé tout à l'heure, au niveau des améliorations annuelles, la possibilité de choisir entre la méthode du report et de l'amortissement ou de choisir la méthode de constatation immédiate, elle a été éliminée au niveau du chapitre 34-62. Donc, il ne reste qu'une seule méthode, c'est celle de la constatation immédiate. Donc, l'avantage de ça, c'est que quand on va regarder des états financiers d'entreprises similaires, toutes ces entreprises-là vont avoir utilisé la même méthode. Donc, les chiffres qu'on va voir aux états financiers vont être plus comparables. Puis également, un autre avantage, c'est que ça va donner des montants plus représentatifs dans le bilan. On va le voir un petit peu plus loin, là, comment ça fonctionne, mais en bref, on aura l'heure exacte en date du bilan, autant pour l'obligation au titre des prestations de retraite que pour les actifs du régime. Donc, on aura vraiment là, la photo exacte et pas d'histoire de report, d'amortissement et de trucs comme ça. En contrepartie de ça, par contre, on va avoir une augmentation de la volatilité de l'état des résultats. Et donc, oui, ça va pouvoir fluctuer avec des montants peut-être assez importants là, d'une année à l'autre. Donc, on va aller un petit peu plus loin là-dedans et on va regarder de manière plus précise là, les principaux changements qui sont occasionnés par ce chapitre-là. Donc, si on va à la prochaine diapositive.
juste vous mettre en contexte, il faut se rappeler que les changements touchent principalement les régimes à prestations définies. Les régimes à cotisation définie ne sont pas vraiment visés, là, si on veut, par les changements. Mais n'oubliez pas, par contre, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, qu'il y a d'autres types de régimes qui ne sont pas nécessairement des régimes de retraite qui peuvent être touchés. Donc, n'oubliez pas de les considérer dans votre analyse. Le premier élément dont je vais vous parler, et ça fait comme 3 fois qu'on en parle, donc c'est l'élimination là, de la possibilité d'utiliser la méthode du report et de l'amortissement. Pour vous mettre un peu plus en contexte, ou bref, pour vous rappeler la situation, on sait qu'une des complexités des régimes de retraite à prestations définis, c'est le recours à l'évaluation actuarielle pour l'évaluation des obligations au titre des prestations définies. Et c'est aussi le traitement comptable, là, par exemple, des gains et des pertes actuarielles. Les gains et les pertes actuarielles découlent principalement des écarts là, entre les hypothèses à long terme et les résultats réels. Donc, auparavant, sous le chapitre 3461, il y avait un choix de méthode comptable. C'était possible de reporter puis d'amortir ces pertes et ces gains actuariels-là sur une certaine période. Cette possibilité-là, elle a été éliminée. Donc, la seule option possible maintenant, c'est de passer les gains et les pertes actuarielles aux résultats. Comme je l'ai mentionné, ça va occasionner une plus grande volatilité à l'état des résultats. Et donc, par conséquent, pour ceux d'entre vous qui avaient des régimes de retraite, premièrement, et ou d'autres plans, et pour lesquels vous avez des gros gains ou des grosses pertes actuarielles, soyez pas surpris de constater que le changement de méthode peut avoir une incidence là, considérable sur vos chiffres dans les états financiers. L'autre point que vous voyez sur la diapositive en termes de changement, c'est la présentation au net de l'actif ou du passif au titre des prestations définies. Vous voyez dans le bas de l'écran un petit peu, en fait, ce qu'on s'attend comme présentation par voie de note. Donc, dans un premier temps, on a l'obligation au titre des prestations définies. Comme on l'a dit précédemment, ce montant-là, il est déterminé par évaluation actuarielle. C'est un solde créditeur. Vous avez ensuite la juste valeur des actifs du régime, donc ce qui a été cumulé dans le régime jusqu'à maintenant. Là, on parle évidemment de régimes qui sont capitalisés. Ici, c'est un solde débiteur. Donc, évidemment, quand on fait un moins l'autre, on peut se retrouver soit en situation de surplus ou en situation de déficit. Lorsqu'on est en situation de surplus, il faut s'interroger à savoir est-ce qu'on doit prendre une provision pour moins-value. C'est un petit peu la même logique que ce que vous faites, par exemple, pour vos débiteurs ou pour un actif d'impôt futur. Et la résultante de tout ça, ça donne votre actif ou votre passif au titre des prestations définies et c'est ce chiffre-là qui va apparaître dans votre bilan dorénavant. Si on va à la prochaine diapositive, on va continuer de voir là, les principaux changements qui sont arrivés avec le 3462. Donc, le prochain changement traite de l'élimination du créneau de 3 mois. Pour ceux qui sont un peu familiers avec ça, ce qui arrive, c'est que avec l'ancien chapitre, donc le 3461, vous pouviez faire votre évaluation actuarielle et aussi mesurer vos actifs à une date précédant votre date de bilan. Si, par exemple, vous êtes un 31 décembre, l'évaluation pouvait être faite en date du 30 septembre. On avait un 3 mois de jeu. L'avantage qu'on avait avec ça, c'est que ça donnait plus de temps pour préparer les chiffres à mettre dans les états financiers. Là, on a une mauvaise nouvelle dans ce cas-ci, c'est que le créneau a été éliminé et ces éléments-là, c'est-à-dire l'obligation au titre des prestations définies et les actifs du régime, doivent être maintenant évalués à la date de clôture, donc à la date du bilan. C'est quand même un élément qui peut occasionner un certain stress chez vous parce que ça vous donne un petit peu moins de délai là, pour préparer vos états financiers. Avant de paniquer, attendez un petit peu, on va aller un peu plus loin. Il y a certaines mesures qui ont été prises qui pourraient peut-être vous aider là, dans certains cas. Le prochain changement traite du taux d'actualisation. Donc, on se rappelle que l'évaluation actuarielle doit être faite à tous les 3 ans. Et parfois plus souvent là, dans les cas où il survient certains changements importants. Et le taux d'actualisation, ça doit être le taux des obligations de qualité supérieure dont les flux de trésorerie correspondent à l'échelonnement du montant des versements prévus au titre de prestations. Ça n'a pas changé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, il faut juste garder en mémoire que maintenant, le taux d'actualisation qui doit être utilisé, c'est celui à la date de l'évaluation actuarielle. L'autre élément, c'est l'évaluation établie aux fins de la comptabilisation ou aux fins de la capitalisation. Il y a un nouveau choix de méthode comptable qui a été introduit avec le chapitre 3462.
Les entreprises peuvent maintenant, et dans certaines situations, et Mélanie en a parlé tout à l'heure, peuvent maintenant choisir d'utiliser l'évaluation actuarielle aux fins de capitalisation pour faire le calcul de leurs obligations là, au titre des prestations définies. Attention, par contre, si vous optez pour cette alternative-là, vous devez le faire pour tous les régimes pour lesquels il y a une évaluation aux fins de la capitalisation qui a été établie. Donc, vous ne pouvez pas dire, pour le régime X, je prends aux fins de capitalisation, et pour le régime Y, ça ne me tente pas, je vais prendre aux fins de la comptabilisation. On doit vraiment avoir la même méthode pour tous les régimes. Donc, plus concrètement, qu'est-ce que ça va nous donner? L'évaluation actuarielle aux fins de la capitalisation, c'est une évaluation qui doit être faite annuellement par l'actuaire, évidemment, mais elle est réglementaire. Donc, les régimes ne peuvent pas ne pas la faire. Elle est obligatoire, elle est statutaire. L'évaluation actuarielle aux fins de la comptabilisation, c'était une évaluation qui était requise uniquement pour les fins comptables et la fin de présentation aux états financiers. Donc, qu'est-ce qui arrivait avec ça? C'est qu'on avait, premièrement, il fallait engendrer des coûts pour préparer cette deuxième évaluation-là. Donc, si maintenant, on n'a plus besoin de la faire et on choisit d'utiliser l'évaluation actuarielle aux fins de la capitalisation, il y a certains coûts qui pourront être, certaines économies qui pourront être réalisées. Puis également, l'autre avantage qu'on voit, c'est que justement, j'en ai parlé tout à l'heure là, du créneau de 3 mois qui a été éliminé. Si vous choisissez de ne plus faire l'évaluation aux fins de la comptabilisation, théoriquement, le délai de préparation des chiffres à mettre aux états devrait être raccourci un petit peu et ça devrait pouvoir vous aider dans ce sens-là. Le dernier élément qu'on a sur la diapositive concerne le rendement réel des actifs du régime. Un bref rappel, le rendement réel des actifs, c'est une des composantes là, du coût du régime pour une période donnée. Et cet élément-là vient en diminution du coût. Donc, dans le chapitre 3462, on vient préciser que les frais de gestion des actifs du régime payés par le promoteur doivent être portés en diminution du rendement réel des actifs du régime. Donc, ça fait le tour ici des principaux changements qu'on a qui sont occasionnés par le 3462. Maintenant, si on va à la prochaine, à cette diapositive-là, on voit un petit peu quelles sont les principales composantes du coût total d'un régime à prestation déterminée pour une période donnée. Et on voit aussi à droite où ces éléments-là doivent être présentés, en fait, dans quel état financier ça va. Donc, le premier élément, c'est le coût des services rendus au cours de la période. Donc, ça, on vous rappelle que c'est la valeur actuarielle des prestations accordées en échange des services rendus par les salariés au cours de cette période, moins les cotisations qui sont déjà versées par les salariés actifs ou retraités. Cet élément-là, c'est un élément d'état des résultats, on n'en sort pas. Ensuite, vous avez les charges financières. Les charges financières sont définies ainsi. C'est le passif ou l'actif net au titre des prestations définies au début de la période, multiplié par le taux d'actualisation appliqué aux fins de la détermination de l'obligation. Cet élément-là va également être comptabilisé à l'état des résultats. Survient maintenant les autres éléments, je dirais, donc, qui sont tous sous la rubrique réévaluation et autres éléments. Et on voit ici 5-6 éléments qui sont plutôt de différentes natures. Le plus important est sans doute les gains et les pertes actuarielles. Vous avez aussi la différence entre le rendement réel des actifs du régime et le rendement qui a été calculé pour déterminer le coût financier. Vous pouvez aussi avoir, et ce n'est pas dans tous les cas, mais dans certains cas, des provisions pour moins-value. Dans certains régimes, on a le coût des services passés découlant de modifications au régime, et dans d'autres, on a des règlements ou des compressions de régime qui génèrent des gains ou des pertes. Tous ces éléments-là, on s'en sort pas, ça s'en va à l'état des résultats. Donc, c'est ça qui va occasionner, dans la plupart des cas, la volatilité à l'état des résultats. Et par contre, ils doivent être présentés séparément, mais ça, vous avez le choix. Vous pouvez les présenter séparément, directement à la face même de l'état des résultats ou encore en note aux états financiers. Maintenant, la prochaine diapositive, on a quelques questions qui sont suscitées là, par l'application et la transition au chapitre 3462. On vous en a mis 3 à l'écran. La première, c'est quand est-il possible de choisir la méthode comptable visant à utiliser une évaluation établie aux fins de la capitalisation ou une évaluation établie aux fins de la comptabilisation. Donc,
Le premier élément que je voudrais vous mentionner là-dessus, c'est plutôt Mélanie en a parlé. Au niveau des régimes capitalisés, si vous en avez un, c'est sûr que vous avez la possibilité d'utiliser la méthode au fin de l'évaluation de la capitalisation. Si vous avez plusieurs régimes, dont au moins un qui est capitalisé, vous n'avez pas de problème. Par contre, si vous avez tous des régimes de retraite non capitalisés, là, ça serait bien de consulter également. Parce qu'il peut y avoir des problématiques. Puis l'autre élément que j'ai oublié de vous mentionner, quand vous avez plusieurs régimes non capitalisés et un régime capitalisé, ou en tout cas, bref, quand il y a plusieurs régimes, il peut être, dans certains cas, permis de les regrouper ensemble au lieu de présenter l'information séparément pour chacun des régimes. Pour pouvoir les regrouper, il y a certains critères dans le 3462, donc on vous invite à consulter là, soit le chapitre comme tel ou votre conseiller de Deloitte là, pour être certain d'avoir la bonne présentation. L'autre question, quelles sont les différences entre une évaluation établie aux fins de la capitalisation et une évaluation établie aux fins de la comptabilisation? Ça, moi je suis comptable, je suis pas actuaire, donc je sais qu'ils utilisent différents types d'hypothèses pour chacune de ces évaluations-là. Et que certaines des hypothèses sont statutaires et demandées, si on veut, par la loi et d'autres par le manuel de l'ICCA. Donc, la meilleure réponse que je peux vous donner, c'est plus de parler avec vos actuaires, demandez-leur concrètement là, qu'est-ce que ça va générer comme différence en termes de dollars, en termes de montant que vous allez avoir dans vos états financiers, puis également en termes d'économie due au fait là, combien vous allez sauver si vous ne faites pas préparer finalement l'évaluation aux fins de comptabilisation. La dernière question, c'est qu'est-ce qu'on entend par la plus récente évaluation actuarielle établie aux fins de la capitalisation? Celle-là, je dois vous mettre un peu en contexte. Il y a une exigence dans le chapitre qui demande de divulguer l'évaluation actuarielle sur laquelle on s'est basé pour établir les états financiers. Et on a la possibilité d'utiliser l'évaluation actuarielle la plus récente. Sauf que cet élément-là, ce terme-là n'est pas défini dans le manuel. Et donc, on se demande toujours, est-ce que c'est l'évaluation, finalement, la dernière qui a été soumise au régulateur, ou bien ça pourrait être celle qui est en cours de préparation, qui est presque terminée, mais bon, qui n'a pas encore été transmise. Il y a plusieurs opinions à ce sujet-là. Il n'y a pas de réponse noire ou blanche, donc on vous invite encore une fois à consulter votre conseiller de Deloitte sur cet aspect-là lorsque vous ferez la transition. Finalement, j'aimerais vous parler, pour clore le sujet, du modèle de du modèle de régime de retraite à risque partagé. Je ne vais pas vous en parler très longtemps. Le but n'est pas de vous faire un cours sur le sujet, mais plutôt de vous dire que c'est quelque chose qui commence et qui prend de plus en plus d'ampleur et qu'on risque de voir de plus en plus. Comme vous le savez, les régimes à prestations définies sont très coûteux, les risques sont entièrement assumés par le promoteur, et à l'inverse, les régimes à cotisation définie, les risques sont entièrement assumés par les participants. Les régimes à risque partagé permettent un petit peu là, de jouer sur la balance et on a une assumation des risques un petit peu à part, je dirais pas seulement égale, mais on transfère le risque plus aux participants. Ça, c'est arrivé au Canada par, je dirais, la province du Nouveau-Brunswick, là, qui a été la première à promulguer une loi sur le concept de régime de retraite à risque partagé. Mais on sait qu'il y a peut-être des pourparlers dans certaines provinces qui pourraient emboîter le pas, là. Donc, restez à l'affût de ça. Si on va à la prochaine diapositive, on va voir un petit peu les grandes caractéristiques d'un régime de retraite à risque partagé. Les cotisations des employés et de l'employeur sont fixées à un niveau de base. Mais ce niveau de base-là peut être augmenté ou diminué là, selon une fourchette ou en fonction du rendement des actifs du régime. La politique de financement peut contenir des paramètres de déclenchement là, des changements dans le niveau de contribution basés sur un processus d'évaluation annuel. Donc, de manière générale, les prestations ne sont pas garanties. Bon, elles peuvent l'être, mais elles ne le sont généralement pas. Et on vise plutôt l'atteinte là, d'une prestation cible. Évidemment, on fait des calculs savants, complexes, pour s'assurer qu'on a une très, très forte probabilité que les cibles seront atteintes.
On m'a dit, par exemple, qu'au niveau Brunswick, la probabilité d'atteindre les cibles était de 97 % ou plus. Là. Donc, on voit que c'est quand même très, très élevé. Et puis, on a souvent deux catégories de prestations, là, c'est-à-dire les prestations de base et les prestations accessoires. Donc, le but de ça, le but du message en lien avec ce type de régime-là, c'est de vous rappeler que ça n'est pas couvert de manière précise dans aucun référentiel comptable. Donc, si jamais vous anticipez ou vous prévoyez mettre en place un tel type de régime ou si vos actuaires vous en parlent, on vous conseille là, de consulter vos auditeurs le plus rapidement possible et tôt dans le processus pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde puis pour éviter des surprises là, au moment de la comptabilisation. Alors voilà, ça fait le tour. Mélanie, je te cède la parole. Merci Marlène. Donc, si on prend la prochaine question interactive, c'est comment décririez-vous le passage de votre entité au chapitre 34-62, avantages sociaux futurs? Est-ce que ce passage est considéré comme simple, plus difficile que prévu, difficile et suscitant de nombreuses questions, à confirmer nous sommes en transition en cours ou sans objet? Donc, on vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Durant cette question-là, Marlène, on a reçu une question pour toi. À savoir si nous avons une idée, si les entités allaient choisir la méthode de la comptabilisation selon l'évaluation actuarielle ou l'évaluation aux fins de la comptabilisation. Donc, sur la méthode de la capitalisation ou plus aux fins de la comptabilisation. Ah oui, selon ce qu'on a entendu, les échos qu'on a entendus et les gens à qui on a parlé, il semble que l'évaluation fin de la capitalisation suscite un certain intérêt. D'une part parce que ça permettrait des économies, comme je le disais précédemment, là, si on évite de préparer une deuxième évaluation actuarielle, évidemment, ça va coûter moins cher. Et l'autre élément, c'est que ce qui arrive, c'est que les régimes de retraite publient certaines informations qui sont tirées des évaluations actuarielles aux fins de capitalisation. Et donc, quand on regarde les états financiers du promoteur, qui, eux, sont préparés avec les évaluations fin de la comptabilisation, les résultats sont quelquefois différents, puis ça génère une certaine confusion chez les intervenants. Donc, pour limiter cette confusion-là, il y a un attrait, je dirais, là, au niveau des évaluations aux fins de la capitalisation. Parfait, merci Marlène. Si on va voir les résultats du pool, donc on voit qu'il y a une très grande proportion, quasiment 74% des gens disent que le passage à 34-62 n'aura pas d'incidence, environ 15% que c'est à confirmer parce que la transition est en cours, et on a environ 7-8% que c'est un petit peu plus difficile que prévu, et un 3% qui disent que c'est simple. Donc, pour ceux que c'est un petit peu plus difficile que prévu, n'hésitez pas à consulter là, pour pouvoir vous aider à ce sujet-là. On va terminer avec quelques rappels de fin d'exercice pour la période qui nous reste, environ les 10 prochaines minutes. Donc, le premier rappel de fin d'exercice concerne le classement des dettes. Donc, on vous rappelle que selon le chapitre 15-10 sur actifs et passifs à court terme, une dette à long terme assortie d'une clause restrictive qui porte sur des éléments mesurables a fait l'objet d'une violation et reclassée dans le passif à court terme, à moins que les conditions énoncées ci-dessus ne soient remplies. Donc, dans le cas où on a des ratios respectés et qu'on ne respecte pas, normalement, notre dette devrait être placée à court terme, à moins que le créancier ait renoncé par écrit à son droit d'exiger le remboursement ou a subséquemment perdu ce droit pour une durée supérieure à 1 an à compter de la date du bilan. Donc, c'est important que la renonciation que l'on obtienne du créancier, qu'elle soit par écrit, qu'elle soit sur une durée supérieure à 1 an, à compter de la date du bilan. Donc, si c'est un 31 décembre, ça veut dire qu'il faut que ce soit au moins jusqu'au 1er janvier de l'année subséquente. Donc, dans notre cas, c'était le 31 décembre 2014 jusqu'au 1er janvier 2016 et plus. Ou que le contrat d'emprunt prévoit un délai de grâce et les parties ont pris des arrangements contractuels s'assurant que le débiteur remédiera au défaut pendant ce délai. Et je veux souligner le « et » avec la dernière phrase qui est écrite textuellement dans le chapitre 15-10 au paragraphe 14. Le non-respect futur des clauses restrictives liées à une dette donnant au créancier le droit d'exiger le remboursement dans un délai d'1 an est improbable. Donc, ce qu'on vient de dire, c'est que même si on a reçu une renonciation de la part du créancier, il faut quand même avoir la probabilité, ou du moins que c'est vraiment très improbable, qu'on soit en défaut dans le futur. Donc, on sait que l'entreprise, elle va se remettre sur pied, que les clauses restrictives qui n'étaient pas respectées vont être respectées dans la prochaine année.
Sinon, dans le contrat d'emprunt avec le créancier aura toujours le droit de rappeler dans la prochaine année si ce non-respect-là n'est pas réglé, même s'il a renoncé au non-respect qu'il y avait à la date de bilan. Donc, c'est vraiment très important de considérer cet élément-là également pour déterminer est-ce que notre dette va être classée dans le passif à court terme ou à long terme. À la diapositive suivante, on parle également de la classement d'une dette lorsque ce serait une dette qui sera refinancée au cours du prochain exercice. Donc, si le refinancement n'a pas lieu, cette dette-là devrait être présentée à court terme. On dit que le classement dans le passif à long terme repose sur les faits établis à la date de bilan, plutôt que dans les attentes relatives à un financement futur ou à un refinancement futur. Je veux juste faire le lien ici, on parle de date de bilan. Donc, dans un exemple, ce serait le 31 décembre 2014. Il faut que cette entente-là devrait être réglée au 31 décembre 2014. Dans le manuel, on parle également de date d'achèvement du bilan et la date d'achèvement, lorsqu'on regarde le chapitre 38-20 sur les événements passés à la date du bilan, c'est la date où nos états financiers sont complets, les notes complémentaires sont terminées, etc., etc. Donc, dans ce cas-ci, ce serait avant l'émission du rapport de l'auditeur. Donc, il faut que le refinancement soit terminé avant pour pouvoir présenter à long terme. Qu'est-ce qui arrive si il n'y a aucune violation aux clauses restrictives qui portent sur des éléments mesurables à la date de clôture, mais qu'elle survient après la date de clôture d'exercice? Donc, si, mettons, au 31 décembre 2014, on n'avait aucun non-respect de ratio de clauses restrictives, mais que ce non-respect-là survient au 15 février, que notre état financier n'est pas encore sorti. Concrètement, à la date de clôture, il n'y avait aucune violation, donc ceci serait présenté comme un événement postérieur à la date du bilan et notre prêt, c'est vraiment un nouvel événement, donc on n'aurait pas à reclasser dans le court terme, c'est un événement qui se produit par la suite. Dernier point, que se produit-il lorsqu'il y a renonciation, une violation de la clause restrictive qui existe à la date du bilan? On revient sur le paragraphe 14 qu'on a mentionné juste avant. Le paragraphe 14 exige que l'entité évalue la probabilité que se produise dans l'année qui suit la date du bilan une violation de la clause restrictive. Et si une violation de clause restrictive est probable au cours de la prochaine année, le classement dans le passif à court terme est requis, même s'il existe une renonciation liée à la clause restrictive. Le prochain sujet, c'est la hiérarchie lorsque vient le temps de faire des tests de dépréciation. Donc, c'est un rappel. Si jamais dans votre entité, elle montrait des signes qu'on devrait prendre un test de dépréciation, c'est juste se rappeler l'ordre dans lequel on doit faire la dépréciation. Donc, au niveau 1, c'est pour les actifs autres que des actifs à long terme non monétaires. Donc, autres que pour les immobilisations corporelles, actifs incorporels à durée de vie limitée et les écarts d'acquisition. Donc, les autres actifs à long terme non monétaires sont les premiers actifs à être soumis à un test de dépréciation. Donc, par exemple, ce serait les stocks, les débiteurs, les actifs incorporels à durée de vie indéfinie et les instruments financiers. Une fois qu'on a fait le test de dépréciation sur les éléments niveau 1, on passe au niveau 2. Les actifs visés par les directives énoncées dans le chapitre 3063 des NCCF sont soumis à un test de dépréciation. Donc, ça, c'est lesquels actifs? C'est les immobilisations corporelles et les actifs incorporels à durée de vie utile limitée. Et le dernier élément qui fait l'objet du test de dépréciation, c'est l'écart d'acquisition. Donc, une fois que tous les autres éléments ont été testés et que les pertes de valeur ont été comptabilisées, on vient faire le test au niveau de l'écart d'acquisition et on vient faire la comptabilisation de la perte. On a un petit tableau à la prochaine diapositive qui vient résumer les directives selon le chapitre 3064, 3065. Donc, si on prend dans la première colonne, on dit une perte de valeur, elle est constatée dans les cas suivants, lorsqu'on parle des actifs à long terme et des actifs incorporels amortissables. C'est la perte de valeur, elle est comptabilisée lorsque la valeur comptable n'est pas recouvrable, c'est-à-dire que celle-ci excède le total des flux de trésorerie non actualisés, qui résulte vraisemblablement de l'utilisation de la sortie éventuelle de l'actif et qu'elle dépasse la juste valeur. Lorsqu'il s'agit d'actifs incorporels non amortissables, c'est lorsque la valeur comptable dépasse la juste valeur qu'on viendrait prendre une perte de valeur. Et l'écart d'acquisition, c'est lorsque la valeur comptable de l'unité d'exploitation dépasse la juste valeur. Ça, c'est pour déterminer qu'une perte de valeur devrait être constatée. Mais quel est le montant de la perte de valeur? Dans tous les cas, c'est le montant qui excède la valeur comptable sur la juste valeur. Donc, comme vous pouvez voir, pour arriver au résultat que la perte doit être constatée, le calcul n'est pas le même. Par contre, le montant qui est comptabilisé, c'est dans tous les cas le montant qui excède la valeur de la valeur comptable sur la juste valeur.
Quels seraient les indicateurs de dépréciation? À la prochaine diapositive, c'est une liste sommaire, là, c'est vraiment pas une liste exhaustive. Donc, est-ce qu'il y a une baisse de la valeur du marché? Est-ce qu'il y a une entrée d'un concurrent important sur le marché? Un changement de la demande des consommateurs auquel l'entité n'est pas en mesure de répondre? Une augmentation du taux d'intérêt ou du coût en capital? Variation des cours de change ou du prix des marchandises défavorables? Éléments probants d'obsolescence ou de dégradation physique, la diminution des profits ou des flux de trésorerie tirés de l'actif ou de l'unité d'exploitation et des modifications apportées au modèle économique de l'entité ou à ses plans visant la restructuration ou l'abandon d'activité. Donc, faut pas que ce soit l'ensemble de ces points-là, c'est dès qu'on a un des indicateurs, il faudrait procéder au test de dépréciation. Donc, pour déterminer si l'actif ou l'unité d'exploitation a subi une dépréciation. Juste avant de conclure, certains autres petits rappels. Donc, si vous avez un changement de méthode comptable, est-ce que vous vous êtes questionné si vous voulez changer les méthodes décrites au paragraphe 1506.09? On se rappelle que ça, c'est les méthodes comptables qu'en NCCF, on peut faire un changement de méthode comptable sans que ce soit une obligation que les informations soient plus utiles pour un lecteur et autres. Donc, c'est dans les chapitres des NCCF où nous avons des choix, par exemple sur les impôts. On peut prendre la méthode des impôts futurs ou la méthode des impôts courants. Ça peut être la même chose pour les filiales qui peuvent être consolidées à la valeur de conso ou au coût. Donc, ce ne sont que des exemples. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez consulter le paragraphe 09 du chapitre 1506. Est-ce que vous avez revu les estimations, y compris les méthodes d'amortissement et les lignes directrices concernant la durée de vie utile de vos immobilisations et de vos actifs à long terme? Donc, se poser des questions à savoir si elles reflètent bien la durée de vie réelle et prévue des actifs. Est-ce que vous avez revu le caractère adéquat des autres estimations, c'est-à-dire au niveau des créances douteuses, l'obsolescence des stocks, la juste valeur des actifs et des passifs financiers, des obligations de garantie ou de passifs éventuels? Au niveau des considérations fiscales, est-ce que vous avez passé en revue les positions fiscales incertaines? Avez-vous tenu compte de la possibilité de recouvrer les actifs d'impôts futurs si l'entité applique la méthode des impôts futurs? Est-ce que vous avez regardé également un processus approprié? Est-ce qu'un processus approprié a été mis en place pour comparer l'ébauche des états financiers aux exigences du manuel en NCCF afin de détecter les lacunes dans les informations à fournir? Et le dernier point, vous êtes-vous demandé si une transaction importante ou inhabituelle aurait une incidence sur l'entreprise? Si tel est le cas, la direction s'est-elle demandé quelle sera l'incidence sur les états financiers? Quels renseignements faudra-t-il communiquer? Devez-vous communiquer avec vos auditeurs également pour déterminer la prise de position? Est-ce qu'on a une décision comptable à prendre sur cet élément-là? Et vous êtes-vous demandé comment les utilisateurs vont percevoir les modifications des états financiers ou s'ils seront touchés par celles-ci? Donc, Marlène, je te repasse la parole. Parfait, merci Mélanie. Donc, avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vos commentaires sont importants pour nous et j'aimerais attirer votre attention sur une icône qui est dans le coin inférieur droit de votre écran. Je vous invite à cliquer sur cette icône pour remplir un sondage portant sur la web émission d'aujourd'hui. On prend ces sondages-là très au sérieux et ces sondages-là nous permettent de nous améliorer pour les web émissions futures. On vous invite à continuer à nous faire part de vos suggestions et n'hésitez pas à nous faire savoir ce qui vous a plu afin que nous poursuivions dans cette direction. On a presque plus de temps, il y a 2 questions qui sont rentrées. On va essayer d'y répondre rapidement. Donc, je vais m'occuper de la première question parce qu'elle a trait à la section qui m'était destinée. La personne me demande si j'ai un régime de retraite enregistré selon la loi fédérale, suis-je éligible au modèle de régime de retraite à risque partagé? Et la réponse qu'on a, c'est pas encore. Il faut juste faire attention, ça va peut-être être le cas en 2015. Le gouvernement fédéral évalue présentement une proposition de changement à la législation qui est applicable au régime de retraite, puis cette proposition-là inclut le modèle de régime de retraite à risque partagé. Donc, ce n'est pas encore applicable, mais ça pourrait le devenir. Et l'autre question, Mélanie, elle s'adresse à toi. Donc, dans le cas qu'on a des actions privilégiées rachetables présentées au passif, est-ce que ces actions-là doivent être présentées dans le court terme ou dans le long terme? La réponse va être que ça dépend. Ça dépend c'est quoi les conditions des actions rachetables. Si elles sont rachetables en tout temps ou elles sont à demande, dans ce cas-ci, elles devraient être présentées dans le passif à court terme. Sinon, s'il y a une modalité de remboursement, que ce soit dans 1 an, 2 ans ou autre,
ça serait du long terme. Ici, elles sont à demande. Ça serait les mêmes critères qui s'appliqueraient que ce qu'on a parlé tout à l'heure pour la chapitre 15-10, pour la classification des passifs à court terme ou à long terme. Donc, est-ce que finalement l'actionnaire a renoncé à son droit de rachat dans la prochaine année pour pouvoir les présenter dans le long terme? Sinon, ça serait une présentation à court terme. Merci, Mélanie. Donc, c'est le temps de terminer la présentation. Si malheureusement on n'a pas eu le temps de répondre à vos questions, on vous invite à communiquer ou à contacter l'associé responsable de votre dossier chez Deloitte ou n'importe quel contact chez Deloitte pour faire le suivi. Donc, je tiens à remercier mes co-conférenciers, Guillaume Saint-Roch et Mélanie Leduc. Nous espérons que cette web-émission vous aura été utile et qu'elle vous aura permis d'enrichir vos connaissances. Si vous souhaitez obtenir d'autres renseignements, visitez notre site web à l'adresse www.deloitte.ca. Je remercie tous ceux qui ont visionné la web-émission en notre compagnie aujourd'hui. Ceci met fin à notre web-émission intitulée « Voici revenu la fin de l'exercice, normes comptables pour les entreprises à capital fermé ».